Bonsoir, comment allez-vous? Salut Valek, Brax, Grognon, Kuhn, Lulabi, Talion, Jérém, l'infirmier, Rafiki, Tokar, Touchou, Sylvain, Xato, les équipements. On est mercredi, comment allez-vous ce soir? Moi ça va, j'avance sur de la peinture. C'est bizarre à entendre, mais je peins des figurines pour Yorin. Ah ouais, là vous vous dites d'un coup, pourquoi est-ce qu'il se fait du mal comme ça alors que Yorin, lui, il bombe juste ses figurines. Bon. Salut Kedar, salut Pierre Auguste. Bah, en fait, c'est parce que c'est des figurines dont j'avais besoin depuis un moment. Et là, comme on a besoin pour une liste pour Yorin, bah, je me suis décidé à les peindre moi-même parce que ça faisait gagner du temps et de l'argent. Salut Lion. Du coup, j'ai peint des Blood Warrior très vite. Mais du coup, ça donne. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oh, vite fait. Voilà, bon. C'est peint rapidement, quoi, hein. C'est très sommaire. Mais ça fait le taf, quoi. Grosso modo, j'ai peint 10 Blood Warrior parce que j'en avais déjà 10. Du coup, comme ça, j'en aurai 20, qui me va très bien. J'ai pas besoin de plus que 20, mais 20 c'est bien. Et j'ai des Vrasmonger aussi en route. Ah ouais, c'est des trucs comme ça, quoi. Il me fait le focus ou pas? Pas envie de faire le focus. Allez. Voilà. Donc, grosso modo, c'est des trucs comme ça. Oui, bon, rien de particulier. C'est des Blood Warrior de base, quoi. Mais du coup, ouais, j'ai peint un peu. Parce qu'il fallait bien. Et puis, mais une fois que j'aurai fini ça, je pourrais démarrer mes Soulblight, puisque demain je reçois mes figurines Soulblight. Enfin, je reçois. Sont passés par de multiples mains et je les reçois finalement demain. Et donc, une fois que j'ai fini les Vrasmonger, je vais pouvoir enchaîner sur démarrer l'armée de la chaîne, bien sûr. Évidemment. Voilà. Au programme ce soir, on va regarder la fac quand même. Ça va être relativement rapide. On va regarder la fac avant de parler des estimés en équipe. Donc, voilà. Il y a eu une fac aujourd'hui, une fac très sommaire, une fac qui est des précisions, pas vraiment de l'équilibrage, ce qui était attendu, puisque a priori la fac d'équilibrage sera le mois prochain. A priori. Salut Lazy, salut Yorkshire Torp. J'espère que vous allez bien. Et sinon, en termes d'actu, c'est à peu près tout. Ce week-end, pour la première fois depuis, je pense, très longtemps, j'ai un week-end libre. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Probablement de la peinture, parce qu'il faut que je fasse les Vrasmonger. Mais sinon, je suis assez libre, ce qui est très cool. Donc, je vais en profiter pour me reposer un peu, je pense. Et puis, sinon, pas grand-chose. Faut que je prépare pas mal d'orgas pour les différents tournois en équipe auxquels on va avec Nine Inch Baguette. Et on avance aussi sur le logo Nine Inch Baguette qui servira dans un avenir proche à diverses choses. Salut Sémias. Voilà pour les news. J'espère que vous, ça va. Et sinon, on va regarder la fac tranquillement. Hein. Vous avez déjà regardé la fac, vous? Moi, je vais la découvrir avec vous. Hop. Normalement, je crois qu'il y a tout dans le document résumé, donc on devrait pouvoir juste lire ce document-là. Ça devrait le faire. Bon, s'il manque des trucs, vous me direz. Hein. Premier truc, il y a une précision sur comment fonctionne la boucle de réaction. Avant, grosso modo, vous pouviez être deadlock parce que chacun attendait que l'autre annonce un halo d'attaque ou que l'autre annonce un halo de défense. Là, grosso modo, si vous passez, vous pouvez plus utiliser de trucs. Donc bon. C'est grosso modo,
Si jamais vous voulez all-out attack, vous pouvez pas attendre que l'adversaire all-out défense, vous êtes obligé de all-out attack avant. Donc on retrouve un fonctionnement un peu à la V3 où vous devez déclarer votre all-out attack le premier. Ce qui est un peu de la merde. Enfin, c'est un peu de la merde. C'est pour résoudre un problème qui n'était pas vraiment un problème, mais qui va amener un peu de la merde dans le jeu compétitif, parce que grosso modo, ça va pas apporter de la merde en vrai, parce que tant que vous avez la cloque, l'autre, il peut annoncer toute la réaction qu'il veut, il pourra pas vous prendre la main, mais si on imaginait jouer sans cloque, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire ça annonce sa réaction, vous n'avez plus le droit de réagir si vous n'avez pas annoncé en premier lieu votre réaction, ce qui est un peu bête, mais bon, pas très grave. Pas très grave. Je pense que ça sera roule de manière assez laxiste et à raison. Et je pense aussi que ça n'arrivait jamais. Je suis pas sûr que c'était très utile comme précision. Mais bon. Tant pis, c'est précisé comme ça. C'est un peu chiant, c'est un peu con, mais bon, c'est la vie. On fera avec, ça changera pas vraiment la face du monde. C'est juste un peu dommage qu'on en vienne à devoir faire des trucs comme ça. Set in-app units. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce qu'on peut se faire taper après avoir bougé? Bah oui, hein, sauf si c'est écrit, le contraire, mais oui, donc ça suffit de lire, donc pas de problème avec cette clarification. Salut Toradine. Ça c'était deleted, mais ça avait pas été deleted déjà en fac de janvier? Je sais plus. Il me semble que c'est déjà été deleted en fac de janvier, ça. Hein. Salut Poupe. Ouais, pareil, ça aussi, je crois que ça a été déjà fait en fac de janvier. Hein. Salut Tilk. Je pense que ça avait déjà été updated en fac de janvier. Vous devez voir, hein, ils n'ont pas enlevé les tags de la fac de janvier. C'est un peu dommage, du coup, on va avoir les deux facs en même temps. J'ai l'impression. C'est pas très grave, mais ça veut dire qu'on va perdre un poil de temps. Ok, bon, ça c'est un nerf. J'imagine qu'avant, tu pouvais le pick, même s'il y avait des unités qui avaient été déployées, donc ça foutait le bordel. Bon, je suis pas sûr que qui soit s'en servait, mais c'est bien que ce soit fixe. Ils ont sorti le Faction Pack Lumi, quelqu'un sait pourquoi. Aucune idée. Ils ont sorti le Faction Pack Lumi? Ah ouais. Ah, je sais pas. On va voir. Bon, une précision. Je sais pas ce que c'est faire ça Virkos, mais. Ah, c'est un truc de Belladama, j'imagine. Oh, ça fait si longtemps que j'ai pas regardé le scroll de Belladama. Attendez, je regarde juste. Belladama. Pourquoi c'est deuxième? Alors, first. Ah oui, c'est pour monter le control score et ça marchait sur les Varskir. Ça marche plus sur les Varskir. Ok. Ok, bon, tout le monde s'en fout. La charge Gargant, ça avait déjà été vu en janvier. J'utilise un ability. Oui, bon, ok. Grosso modo, c'est une clarification sur le fait que Assault Bolt, c'est une charge ability comme une charge, donc c'est pas mal de le préciser au cas où, mais bon, c'est pas spécialement surprenant. C'est pas un buff vu que ça se jouait déjà comme ça. En Ogre, on a une clarification sur les D3. Ouais, ok, bon, ça c'est juste que grosso modo, votre plus 2, c'est pas au D6 que vous disiez, c'est au D3, ce qui est logique, hein, puisque vous pouvez lancer un D3. Pas trop de surprises. Côté
Euh... Ah oui, ça c'est un, pardon, ça c'est un régiment de renom. Je me demandais pourquoi c'était là et pas avec les Call Boys. Le régiment de renom. Aucune idée du changement. Aucune idée du changement ici parce que je connaissais pas le régiment de renom avant. Attendez, je dois l'avoir parce que j'ai pas updaté. Je dois l'avoir. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte le régiment? Attendez. Rules of Renown. C'est chiant à trouver, en vrai. En fait, c'est nul. Ça marche pas dans Rules of Renown. C'est chiant à trouver dans l'app. C'est dans Hawk. Allez, Hawk. Oh, c'est vraiment fait avec le cul. Hein. Rules of Renown. Regiment of Renown. Et on a sur Dacontin Crew qui avait avant une modèle in combat. Unit. Il y a deux clarifications. C'est le fait que tu choisis une unité ennemie et pas un modèle. C'est parce que j'ai choisi le modèle. Et l'autre, c'est que... Non, c'est un peu bizarre. Ils ont un peu merdé le truc parce que this unit, ça ne désigne rien. Ou alors sur les règles de renom, ils ont tous accès à cette règle. Donc ça marche sur tous les trucs du régiment de renom. C'est un peu bizarre. Vraiment bizarre. Ok. C'est vraiment bizarre cette clarification. De toute façon, je suis pas convaincu que ça va être joué, mais très bizarre. Ensuite, nous avons les updates enfin les clarifications du Battletome Gloomspite. On a Kragnos qui est remis comme son état post-patch, ce qui prouve que le bouquin a été écrit avant que Kragnos se soit fait patcher, donc ça fait un bail. On a Drogs qui change. Ah, intéressant. Comment ils ont changé ça? One Spartan Army, you declare the fight ability for a unit within 9. Ah, c'est One Spare Turn maintenant, le One Spare Battle, non? Il me semble que c'est One Spare Battle. Vous savez dans le chat? Il me semble que c'est ça le changement. Je suis con, on ne peut pas l'acheter le bouquin Gloomspite, donc je l'ai pas. Donc j'ai aucune idée, mais il me semble que c'était One Spare Battle. Du coup, c'est un One Spare Turn, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utilisable. Hein. C'est you vs your opponent. Ah, une fois par tour, c'est quand on déclare nous-mêmes une fight ability. Oui, parce que c'était un peu éclaté quand c'était l'opposant. Ouais, ça marchait pas du tout. Donc effectivement, gros changement quand même hein, sur cette aptitude. Je sais pas si ça suffira à avoir du gitmob, mais Drogs, on voyait déjà pas pour ça. Et ce qui est bien, c'est que ça marche sur autre chose que du gitmob. Donc en fait, Drogs, il est devenu juste meilleur en fait. C'est intéressant. Mais vous pouvez en servir sur des trolls par exemple. En vrai, c'est fort, hein. Parce que grosso modo, vous pouvez charger avec une unité. Et sur un 4+, votre unité, elle va très probablement se barrer. Et vous tapez sans qu'on puisse vous taper en retour, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. C'est un beau up de Drogs. Hein. Et oui, your short up, faut arrêter d'acheter Battletome. Mais après, t'as acheté la boîte, non? La boîte était en général, les boîtes sont rentables sans le Battletome, donc c'est pas très grave. Mais ouais, l'aptitude, elle est vraiment, vraiment buff. Hein. Pas mal du tout, cette aptitude. Hein.
Le web spinner qui passe d'un contrôle cartridge de 5 à 2. Ok, c'était une coquille. Et l'armée de renom, je connais pas. Et j'avoue que j'ai la flemme de chercher. Mais en vrai, gros changement hein, sur Drogs. Hein. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait là. Hein. T'as même pris 3 boîtes. Oh là là, et il régale. Hein. 3 boîtes Gitmob. Du coup, tu vas faire quoi de tes 3 Drogs? Il y en a un que tu vas jouer, ça c'est sûr. Mais ouais. Ouais, Drogs, vraiment très 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 bonne nouvelle pour lui. Malheureusement, comme c'est pas limité à du Gitmob, ben, ça n'aide pas vraiment Gitmob à ressortir. Hein. Ça va aider beaucoup d'autres choses à être jouées. Genre par exemple, vous jouez du Squig avec, vos Squig ils tapent et après ils se barrent. C'est vraiment très très fort. Après c'est sur un 4+, hein, donc ça se loupe. Hein, mais au pire vous êtes stuck-in, mais bon, c'était le plan de départ et c'est du bonus quoi. Donc non, c'est un gros gros up. Hein. Très beau up. En plus maintenant c'est à tous les tours. Et ça peut même être en tour adverse. Hein. J'ai gardé un drogues allemand, un BT en allemand, et je me séparerai de 2 drogues et 2 BTFR. Ouais, je comprends. Salut Simon. Oh, Simon, j'espère que tu as vu la fac sur la boucle de réaction. J'espère que ça vous plaît à l'arbitrage, hein, parce que... Ah, c'est sympa. Hein. Ouais, donc drogues, très cool. Fait plaisir, mais ça fera pas... Ça fera pas être mieux joué les Gitmob. Être plus joué, ça aidera pas les Gitmob à être plus joués, malheureusement. Franchement, notre fac a été mieux. Je sais pas, je lis pas la fac à OSFF. Je joue plus en AOSFF de toute façon pour jusqu'à dans un an. Je lirai la fac dans un an. Mais ouais, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Tu disais pas quand tu jouais à L1. Si, je disais quand je jouais à L1 quand tu me parles. Pas vrai? Je pense que je l'ai lu au moins une fois. Bon, après, il y a beaucoup de trucs, c'était logique. Hein. Alors, après, les joueurs KB sont contents. Ah, ça c'est bien ça. La TP elle est repassée en mouvement de phase. Qui, sans être vraiment broken comme avant, est quand même vachement mieux. Donc ça c'est très cool. Donc ça, tous les joueurs Call Boys sont contents de ça. Ensuite, c'est le Snatch à Boss. Alors. Bon, ça c'est un nerf. C'est un nerf du Souldraker, mais c'est beaucoup plus simple à jouer comme ça. Mais c'est un nerf. Hein. Attendez. Est-ce que avant c'était que mêlée? Parce que si elle shoot avec, c'est pas forcément un nerf. Attendez. C'était comment avant? Ah ouais. Maintenant, ça marche au tir. Donc, est-ce que c'est un nerf? C'est une vraie question, hein, parce que avant, tu gardais tes targets, mais c'était très dur de l'appliquer sans trade des ressources de manière peu efficace. Maintenant, tes ball boys, ils arrivent oh, ça, non, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Même avec la baliste. Mais avec la baliste, c'est pas mal. Hein. C'est très intéressant. Ok. Il y a des listes à build. Il y a des listes à build autour du Souldraker. Maintenant que tu n'as plus besoin de commit, des ressources. C'est intéressant. Oh, les Gorgonta qui touchent à 4. Merci. Merci. La Big Wag. Oh là là.
Wall of text. J'ai la flemme. Could be zero included in this area or non? What? Attends, he couldn't say zero from the section. Ah oui, c'est juste que Kragnos, il devient pour Big Wag, il devient un héros Iron ou un héros Cool Boys, mais il n'est jamais les deux. Ok, pourquoi pas. Le limited sur un spell, why not? Add the following. Attends, ça c'est exactement l'update qu'on a eu avant, sauf qu'elle est mieux écrite ici. Mais les gars, on est d'accord que c'est exactement l'update qu'on a juste au-dessus dans la région de Renon, sauf qu'elle est mieux écrite. Easy Meat. Ah non, c'est pas Easy Meat, c'est Sage Jam Up. Attends, ils sont vautrés? Attendez, je comprends pas. Je comprends pas, attendez. Ah, mais je suis pas sur le bon truc. Dackling Crew, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est l'ancien, et du coup il va être écrasé dès que le Battle Tom sort. Oh, je comprends rien. Quelqu'un sait ce que c'est Dackling Crew là? Parce que je trouve pas le régiment de renom là dans l'app. Ah si. C'est un truc Legend Underworld, mais on s'en bat les reins en vrai. Ah mais attendez, on s'en bat les reins. C'est du Underworld Legend. On s'en fout de ça. Ah mais en fait j'aurais dû m'en douter, c'est que des trucs Legend ici. Pourquoi on regarde cette page? Ah non, c'est pas que des trucs Legend. C'est beaucoup de trucs Legend. Oh, c'est chiant. Bref, pas grave. Ouais, c'est une vieille bande Underworld. Alors, Path to Glory. Et un truc Path to Glory. On s'en fout. Ensuite, il y a des facs pour Quarkland. When using the Notorious Boss's ability, can I give a target heroic traits that other it already has? No, okay. Can it part of the Foot of Gork use during destruction ability each turn? No, okay, logique. In the Iron Jaw's big mob sphere army, are the Brute Rangers set up during deployment phase? Yes. Ok. On s'en fout, c'est du Spearhead. C'est pas le sujet de. Enfin, on s'en fout pas, mais c'est pas vraiment le sujet de ce soir. Il y a d'autres choses. Oh, un truc sur Archaon. Qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est l'interaction entre l'œil de Sherian et Underdog, mais on le savait déjà. Donc oui, l'œil de Sherian bypass toutes les règles d'Underdog, etc. Puisque c'est Archaon qui choisit et pas vous. Can Demon Prince for the God marked as Sunday de Regional be given an enhancement? Ah, c'est marrant. Je pense que personne s'en sert, mais c'est marrant. Un régiment de que tu peux équiper. Après ça, on s'en fout. Path to Glory, on va pas lire ça maintenant. Bien qu'a priori, il est très bien le Path to Glory Ravage Coast. En vrai, je suis presque tenté de le tester, ce Path to Glory. Pour changer un peu. Mais bon, je sens que je vais jouer 2 games à 300 points et ça va me casser les couilles. Déjà, je peux pas jouer Archaon en Path to Glory. Enfin, à mon avis, ça se fait pas trop. J'ai pas lu le Path to Glory, mais il faudrait que je demande aux gens qui... Il y a des gens qui ont acheté le Path to Glory, là. Je peux jouer Archaon ou pas? Je pense que non, mais...
Oh, petit Archaon. Ah, David. Salut David, ça va? C'est triste de pas pouvoir jouer Archaon. Je dois me contenter de jouer un gueux en armure, c'est ça? Alors que j'ai l'élu éternel. Quelle tristesse. C'est conseillé de pas jouer les nommés. Je suis en train de le lire d'ailleurs. Ouais, mais en vrai, je pourrais presque me motiver à faire un Pass to Glory, mais je sens qu'au bout de... Bah, si on démarre à jouer à 300 points, on va vite se faire chier quand même, non? Mais a priori, il est bien, le Pass to Glory. À voir. Peut-être un Pass to Glory avec mes Soul Blight. Vu qu'il m'en manque plein. On verra. On verra. Donc, un bon patch, hein. Enfin, c'est pas un gros patch, c'est de la fac. Mais côté Cruel Boys, c'est pas mal. Hein. Ils gagnent 2 trucs qui sont pas mauvais. Non, mais on est relativement content quand même. Relativement, hein, c'est pas la teuf, mais bon, ça va. On se sent un peu mieux qu'à la sortie du bouquin. Et peut-être qu'on se sentira de mieux en mieux au fur et à mesure. Hein. C'est le but. Donc ça, c'est cool. Et puis l'update de Drogs. Hein. Drogs qui devient vraiment, vraiment quasi auto-include. Hein. Enfin, non, peut-être pas auto-include, faut pas déconner, mais il est vraiment très très bon, Drogs. Hein. Surtout à 200 points. Hein. Très très bon. L'ability qui vous permet de charger avec vos squigs et de vous barrer avant que l'adversaire vous tape dessus, elle est pas mal quand même. Hein. Bon après, si jamais vous tapez et que vous tuez ce qu'il y a en face, vous n'avez pas vraiment besoin de vous barrer, mais bon. Faut juste pas faire un 3, et encore avec un 3 en général, vous allez réussir à sortir. Ça va être chiant, mais vous allez réussir. Rien n'empêche de recruter Archaon pour 15 vraies pierres, mais il y a quasiment... qu'il n'y aura quasiment aucun scénario. Ok. Donc je peux recruter Archaon, putain. Incroyable. Alright. Bon, bah la fac est cool. Hein. Très, très succincte, mais cool. Et j'aime bien le fait qu'il y ait une fac par mois. Ça veut dire que du coup, si ça donne du boulot à Simon tous les mois. J'espère qu'il est très heureux, Simon, de se taper une fac par mois qui vient contredire des trucs qu'il a déjà faqué lui. Ça doit être très plaisant. C'est entièrement un œuf de drogue, donc t'as ton chef sur un petit loup exposé. Oui, exposé avec des trolls à côté, oui, oui. On va s'en sortir, t'inquiète pas. Il va s'en sortir sans problème. Bon, alors, on va parler un petit peu d'estimer en équipe. Puisque c'est le sujet qui nous occupe. On va démarrer. Alors, je réfléchis comment je démarre. On va parler un petit peu de... À ce propos, je vous laisse, mercredi, on met la fac à jour. Bah, bon courage, Simon. Tu vas louper les estimés en équipe. Comment on va faire l'Imoge Wargame, quoi. Donc, alors, en équipe, comme vous savez, à Age of Sigmar, petit briefing rapide, lorsque l'on joue en équipe, on joue en 6 contre 6, 5 contre 5, ou 8 contre 8, ou 4 contre 4. Mais c'est jamais plusieurs sur une table. C'est toujours du 1 contre 1. Et donc, du coup, pour arranger les matchs de 1 contre 1, il y a une phase de pairing. Une phase de pairing, c'est une phase pendant laquelle les deux capitaines vont décider de qui joue contre qui. On va pas détailler la phase de pairing maintenant, ce sera le sujet d'une émission ultérieure. Là, on va parler d'estimer. Qu'est-ce que c'est les estimés ? Les estimés, c'est la réponse
des équipes aux besoins de préparation au pairing, grosso modo. Quand on dit les estimer, c'est parfois un amalgame de la préparation au pairing. Mais bien souvent, ce sont réellement des estimés. Historiquement, lorsque l'on se prépare pour faire des matchs en équipe d'AOS, je ne sais pas comment ça se passe à 40K, mais je pense que c'est ressemblant. On va préparer une série d'estimés qui sont plus ou moins poussés. Donc, une série d'estimés, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, si vous avez une équipe de 8, vous allez voir vos 8 joueurs et vous leur dites j'ai besoin de savoir à combien tu t'estimes contre ce match-up, sur ce scénario. Et on peut avoir une précision qui va de très imprécis à très, 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 très précis. Donc, grosso modo, le moins précis, ça serait sur quel scénario tu joues bien, sur quel scénario tu ne joues pas bien. Et voilà, terminé. Donc ça, c'est par exemple une info très... c'est assez peu d'informations qui est passée au paireur et ensuite le paireur se débrouille avec cette information. Vous avez des cas extrêmes qui sont... un capitaine va demander à ses joueurs de prendre toutes les listes adverses et de s'estimer sur toutes les listes adverses sur chacun des scénarios et de donner un estimé chiffré avec en plus potentiellement des détails derrière, comme la variance ou ce genre de choses. Donc dans le cas où on demande des estimés extrêmement précis, on va se retrouver avec un nombre très 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 conséquent d'estimés à produire. Par exemple, si vous allez jouer en ligue, il y a 5 équipes adverses en général. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez 5 x 8 teams, donc c'est 40 listes. Et ça, il faut le multiplier aux 12 scénarios. Donc ça vous fait 480 estimés à remplir pour chaque joueur. Donc ça veut dire que si vous demandez ces estimés très précis, chacun de vos joueurs devra réfléchir à 480 configurations match scénario pour pouvoir vous remplir vos estimés et vous donner un chiffre, si vous voulez un chiffre. Donc ça fait beaucoup. Donc grosso modo, les équipes oscillent entre estimer très peu, ce que j'ai dit au début, vous avez une jauge qui part de estimer très peu, voire estimer pas du tout, il y a des équipes où il n'y a pas d'estimé, à estimer de manière très précise, donc vous avez vu sur toutes les combinaisons possibles, et avec un degré de précision important, donc par exemple, quelle est ta moyenne, quelle est ta variance, quelle est ci, ça, et donc vous vous retrouvez dans ces cas-là à avoir un travail en amont qui est extrêmement long et qui prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'il y a énormément de problèmes et de mythes autour des estimés. Et on va essayer du coup de résumer un peu le fond de ma pensée à ce sujet. Il y a plusieurs problèmes. Est-ce que grosso modo, ma réflexion, c'est la manière la plus précise de faire des estimés, c'est une manière qui coûte extrêmement cher en temps aux joueurs. Est-ce que ensuite, ce temps investi par les joueurs pour les estimer, il reflète de meilleurs pairings par la suite ? Mon avis sur la question, c'est que on a démarré il y a fort longtemps des estimés avec couleurs, ce qui pourrait vous correspondre à, 5 notes. Et au fur et à mesure, les équipes ont juste rajouté des précisions pour essayer de
d'avoir des pairings meilleurs, etc. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est ils ont alourdi la charge d'estimation des joueurs sans réfléchir si ça allait déboucher sur quelque chose de réel et d'utile. Pour moi, les estimés, et j'en ai déjà parlé, les estimés chiffrés sont une illusion. Pourquoi je dis ça ? Lorsque vous estimez un match, imaginons là, je prends un exemple, je vais jouer Archaon et je joue contre Tzeentch. Ou alors, non, on va prendre un autre exemple de Tzeentch. Je vais jouer Archaon et je vais jouer contre Bone Reaper, Ossiarch Bone Reaper. On va me demander d'estimer un match. Par exemple, Archaon contre la liste Nagash Cavalos, et ça sera sur Shifting Objective. Là, si je dois donner un chiffre, qu'est-ce que je vais faire ? Comment je peux donner un chiffre là-dessus ? Il faut s'arrêter à un chiffre. Mon chiffre, ça va être une moyenne de, si je joue 100 parties, la moyenne des 100 parties sur ce scénario contre ce match-up. Et du coup, je vais dire, je vais globalement, je pense que j'ai l'avantage sur le match. Je pense que j'ai des atouts, que je vais gagner le match. Et je pense mettre 13. 13, là, par exemple, si je vous dis 13 sur ce match-up, c'est une illusion complète. Pourquoi c'est une illusion ? C'est une illusion parce que Archaon, c'est un excellent exemple parce que il pousse vous allez voir, il pousse mon point au maximum. En fait, Archaon, c'est extrêmement simple. J'arrive, je donne le premier tour, et ensuite, je lance un dé. Si jamais je fais un 4+, sur ce dé, il y a de fortes chances que je mette un 18. Si je ne fais pas un 4+ sur ce dé, je vais devoir ramer un peu plus, je vais mettre un 10 ou un 11. Comment vous voulez intégrer ce genre de choses dans un estimé ? Donc en fait, votre 13 là, il correspond à rien. Il correspond à c'est une moyenne de si je faisais une centaine de parties avec dans le match-up, en moyenne, j'arriverais à ça. Je peux rajouter la variance, hein. Oui, je peux vous dire que c'est un 13 plus 5 moins 2, donc je suis quasiment sûr de gagner. Je vais des opportunités de gagner très fort. Mais ça, le 13 ne correspond toujours à rien, hein. Le 13, il va arriver une fois sur beaucoup, en fait. Donc, c'est facile d'en parler avec Archaon parce qu'Archaon a une capacité qui est très clivante sur un résultat final de match. Par contre, c'est aussi réel pour les autres armées, puisque l'initiative, elle est relais. Alors certes, vous n'avez pas cette connaissance de l'initiative en avance qui ne vous permet pas d'enfoncer encore plus le match, mais il faut voir qu'une initiative, dans AOS, c'est pas tout le temps un match gagné ou un match perdu, mais c'est des tranches de score qui bougent dans un sens ou dans un autre. Une initiative de perdu, c'est souvent un adversaire qui score un tour de plus. Et scorer un tour de plus, ça peut être 8-10 points, c'est 2 tranches. Donc, c'est quasi impossible de donner un chiffre réel parce que il n'y a pas de chiffre réel. En fait. Donc, est-ce vraiment utile de réfléchir à un chiffre réel alors qu'il ne correspond à rien ? Deuxième problématique. Deuxième problématique à propos de fournir un chiffre réel, et je l'ai vu pas mal de fois, c'est que lorsque vous vous dites à votre capitaine que vous allez faire 13 sur le match-up, eh bien, il peut arriver que vous jouiez pour avoir ce 13. Alors qu'en fait, ça se trouve, vous allez chercher un 15. Et ça, je l'ai déjà vu. Le fait d'avoir un objectif en tête, ça vous incite à aller vers cet objectif. Donc, bien souvent, vous n'allez pas push un score assez. Et ça, c'est un peu un problème aussi. Troisième chose, quel est l'intérêt réel de donner un chiffre ? Ou de donner un pairing, un estimé d'ailleurs. L'intérêt de donner un estimé, c'est de pouvoir le comparer à d'autres estimés
pour pouvoir faire des choix. C'est ça l'intérêt d'un estimé de base. Donc on a déjà établi que l'estimé c'était une illusion. Mais bon, admettons que quelqu'un, qu'on arrive, ce qui n'est pas possible, mais admettons qu'on arrive à avoir des estimés qui sont réels. C'est-à-dire que si je dis 13, si je dis que je vais faire 13, je vais faire 13. Et comme ça dans toute l'équipe. Ce qui est extrêmement dur, hein, parce que avant de continuer sur ce point, j'ai quand même faire une parenthèse sur le fait que tout le monde estime pas pareil. Donc, à partir du moment où tout le monde estime pas pareil, le fait de vouloir comparer des estimés de 2 personnes dans l'équipe, c'est extrêmement compliqué. L'estimé, il devrait être fait par une seule personne, en légitimé par le paireur, qui lui réagirait sur ce que la personne lui explique du match-up. C'est comme ça que ça devrait se passer si vous voulez vraiment comparer les chiffres. C'est purement estimé sur une liste adverse où le niveau adverse est aussi pris en compte. En général, le niveau adverse, c'est estimé en estimant que l'adversaire joue correctement. Je ne vais pas dire parfaitement parce que personne ne joue parfaitement, mais c'est estimé en pensant que l'adversaire connaît le match et qu'il va le jouer correctement. Tu peux pas bon, déjà, moi, on y viendra sur les estimés, mais oui, en général, vous estimez vous n'allez pas estimer en vous disant l'adversaire est nul, quoi. Mais bon, bref, on continue. Il y a une problématique qui est les joueurs n'estiment pas du tout tous pareil. Donc vos chiffres, ils sont incomparables. Premier point, le but même des estimés, c'est de comparer des chiffres. Et en fait, vos estimés, déjà, 1, ils font une illusion. 2, ils sont pas comparables parce que c'est pas les mêmes personnes qui les font et que les gens estiment pas pareil. Et 3, je vais y venir. Vous ne pouvez pas, dans un roster de team, dire qu'un 14 dans un match est meilleur qu'un 13. Ça a l'air con, hein, vous allez voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui est le plus important, le scénar ou l'armée adverse? Ça dépend des match-ups. T'as des match-ups où c'est le scénar, des match-ups où c'est l'armée. Donc, pourquoi un 13, ça peut être meilleur qu'un 14 et vice-versa? Normalement, quand on file un estimé à un paireur, bah, s'il voit un 14 et un 13, bah, il va mettre le 14. À partir du moment où ça n'impacte pas la suite de la matrice, etc., etc., etc. Il y a des problématiques du « oui, je veux arranger ma matrice finale », mais au final, on reste à comparer des chiffres entre eux. Il y a une réelle problématique dans cette compréhension pour les paireurs qui pensent qu'il suffit de prendre les meilleurs chiffres à chaque étape, ou même de prendre les meilleurs chiffres qui annoncent un meilleur chiffre par la suite. En fait, c'est extrêmement dur de comparer deux chiffres parce que toutes vos listes n'ont pas le même rôle dans un roster. Ou en tout cas, elles ne devraient pas l'avoir. J'ai déjà expliqué un peu les bases de comment monter un roster. On monte des listes de défense, on monte des listes d'attaque à setup, et on monte des listes un peu fourre-tout qui peuvent gérer pas mal de match-up. Donc en général, vous avez 2 grosses listes de défense, 2 grosses listes d'attaque à placer, et ça va être vos 2 seules listes que vous allez chercher à placer, et 4 listes qui peuvent défendre, attaquer, qui peuvent être mises sur pas mal de configurations. Et donc ce que ça veut dire, c'est que vos listes d'attaque, en fait, normalement, dès le départ, vos listes d'attaque, elles ne sont pas faites pour marquer 12, elles sont faites pour aller chercher 17. Ok ? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous avez une carte en main, vous avez un choix à faire entre 2 chiffres. Votre liste d'attaque qui met 14 ou votre liste de défense qui met 13, et ben votre 13, il est meilleur ici. Parce que votre liste d'attaque, en fait, elle va être à moins 3 par rapport à ce qu'on veut qu'elle fasse. Alors que votre liste de défense, elle va probablement être à plus 2 par rapport à ce qu'on va vouloir qu'elle fasse. Donc en fait, l'estimé, il reflète même pas l'info finale au paireur. C'est-à-dire que c'est une information intermédiaire, incomplète, et qui n'est pas vraiment comparable avec les autres. Donc on voit à quel point, à mes yeux, les estimés tels qu'ils sont faits actuellement sont inutiles. 1, c'est des illusions. 2, ils sont pas comparables.
3, il ne reflète pas l'information finale qui est est-ce qu'on veut vraiment le match? Parce qu'en fait, là, dans le cas dont je viens de vous parler, on ne veut pas ce match, en fait. On ne veut pas mettre notre liste qui fait 14. Parce que la liste, là, en fait, le 14, c'est nul. Nous, on veut aller chercher 17 avec la liste. Et du coup, non, on ne veut pas mettre le 14. Donc, on voit bien, si on réfléchit un petit peu, que faire des estimés précis, ça donne pas une information très utile aux payeurs et ça coûte énormément de temps aux joueurs. Est-ce qu'il y a des bénéfices? Alors oui, il y a pas que des points noirs. Hein. On peut pas, je viens pas vous dire que non, mais tout est nul dans les estimés. Il y a des gros, enfin, ça ne sert à rien. Ça sert pas complètement à rien. Les estimés, ça peut être un exercice de réflexion intéressant. C'est-à-dire qu'on va demander à un joueur comment estimes-tu que le match va se dérouler? Et là, il va devoir réfléchir avant de se retrouver devant son fait accompli. Donc, il doit réfléchir à la liste adverse, il doit réfléchir à comment ça se joue sur la map. Ce sont des exercices de réflexion très intéressants, mais c'est aussi des exercices de réflexion qui sont complexes et longs. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir demander à un de vos joueurs de faire 480 exercices de réflexion pour préparer des matchs en équipe. Ça ne marchera pas. Personne ne le fera et personne ne le fera correctement. Donc, en plus d'avoir tous les points négatifs, vous allez en plus avoir des choses pas correctes. Par contre, ce qui marche bien, c'est de discuter avec votre joueur pour lui demander dans ce match-là, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment tu sens le match. Et du coup, l'exercice de réflexion même est intéressant. Donc, il n'y a pas de tout acheter dans les estimés. De plus, les estimés, ce sont une manière simple d'expliquer ou de rentrer dans le jeu en équipe. C'est-à-dire que c'est une manière simple et très brute force de faire les choses. Maintenant, il y a des manières beaucoup plus intelligentes de faire. Les estimés ne sont pas des informations, ce sont des données. Oui, donner des informations, c'est pareil. Le payeur les combiner, oui, on est d'accord. Mais en fait, on pourrait lui donner une information finale. Ou on pourrait lui donner une information autre que juste un chiffre qui n'a pas de sens d'ailleurs. Donc, comme je viens de l'expliquer, le chiffre, c'est vraiment une illusion. Le chiffre, c'est une toute petite partie du match. Comment résoudre du coup ce dilemme il y a cet estimé chiffré qui est simple, que tout le monde comprend bien. Si on demande un estimé chiffré à quelqu'un, il va comprendre ce qu'on attend de lui. Donc ça, c'est très simple à mettre en place pour les équipes. Et le fait que c'est quand même un travail qui est un peu long, qui va être pas très bien fait, parce que quand vous en faites 480, ça va pas être très bien fait, et qui donne une information très parcellaire, voire une illusion. Donc, nous, on a essayé, avec Martin, de procéder différemment. Et je pense que vraiment, c'était un plutôt gros succès des retours qu'on a sur les événements en équipe où on va, que ce soit la L1, que ce soit les événements internationaux. On a des excellents pairings et ça a été toujours le cas. Ça a été toujours remonté par les différentes personnes dans l'équipe. Et du coup, on s'améliore. Hein. On n'a pas encore finalisé la méthodo, etc. La méthodo, elle évolue à chaque tournoi. Mais donc, grosso modo, on est parti du principe que on ne voulait pas demander aux joueurs de faire des estimés parce que c'est du travail inutile, c'est du travail abrutissant, c'est une info inutile pour nous. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Donc, comment on peut procéder pour faire du pairing de manière intelligente? Première chose, il faut que les payeurs ils jouent au jeu
et ils comprennent comment le jeu se déroule et comment un match-up se déroule. Donc en général, vos paireurs, ça doit faire partie de vos meilleurs joueurs. Parce que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même assez important. Parce que si jamais vous voulez comprendre et donner les bons match-up, il faut bien comprendre comment le match-up se déroule. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans le match-up. Donc ça, c'est important. Donc c'est aussi pour ça que Martin et moi on est dessus, parce que on est des joueurs qui ont un peu de bouteille et qui ont de l'expérience sur les match-up. Deuxième chose, plus important que faire des estimés, il va falloir communiquer avec vos joueurs et du coup qu'est-ce que vous allez communiquer à vos joueurs? Première chose, il faut expliquer à vos joueurs dans l'ensemble comment l'équipe est montée, quels sont les joueurs qui vont défendre, quels sont les joueurs que l'on va placer, quels sont les joueurs qui vont devoir se démerder. À partir du moment où chacun a ses objectifs en tête, vous allez pouvoir discuter avec vos joueurs pour leur demander qu'est-ce qu'il te faut absolument pour pouvoir jouer le minimum qu'on te demande. Je vais vous prendre des exemples. Zazu qui jouait Soul Blight, nous ce qu'on cherchait c'était avoir une ouverture qui pouvait gérer tous les match-ups sur 6 objectifs et 8 objectifs. Donc c'était l'objectif de la liste, c'était tu nous ramènes 8 minimum. On va te donner toutes les match-ups dégueulasses et tu nous ramènes 8 minimum sur tous les match-ups. Et du coup, nous, la seule info qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a une configuration où tu n'es pas capable de nous ramener ces 8 points. Et du coup, au lieu d'avoir un joueur qui est obligé de vous faire 480 estimés chiffrés, votre joueur, il sait qu'il doit juste chercher la configuration match-up, liste scénario, s'il y en a, qui vont lui faire rater l'objectif qu'on lui donne. À partir du moment où il a juste ça en tête et il n'y a que ça qu'il doit nous donner comme réponse, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, du coup, nous, on a une information vraiment utile. Parce qu'on sait, ce défenseur-là, il sera posé sur un scénario et le seul truc qu'on doit lui éviter, c'est ça. Alors évidemment, les objectifs, ils ne marchent que s'ils sont réalistes vis-à-vis de la liste et des configurations d'équipe. Donc c'est important d'avoir des choses qui fonctionnent dans ce sens-là. Et c'est aussi important en amont de discuter du coup on veut 2 défenseurs, on veut que les défenseurs fassent ci, ça, et du coup de discuter avec ça en amont. Mais en fait, si vous donnez un objectif précis à votre joueur, et vous lui demandez précisément, je veux juste savoir les cas où tu ne pourras pas remplir cet objectif, eh bien, c'est beaucoup plus simple à éviter. Du coup, quel est l'intérêt de faire un tournoi si tout est scripté dès le départ, confronté à la probabilité à la projection? Parce que je vais y venir. Mais tout n'est pas scripté. Après, vous avez les talents des joueurs. Vous avez... parce que là, nous, par exemple, on demande à Zazu de faire 8 minimum sur tous ses matchs, mais derrière, il peut aller chercher 15. Vous voyez? Et aussi, on a des listes. Là, justement, j'ai parlé d'une liste précise, d'une liste de défense, et les objectifs ne sont pas toujours simples sur l'ensemble. Je vais y venir. Par contre, pour le joueur, ça reste le même travail en amont, c'est juste plus fluide pendant le tournoi. Non. Le joueur, il n'a pas besoin de remplir 480 estimés. Donc, c'est pas le même travail. Son travail, lui, c'est juste de savoir s'il y a une configuration dans laquelle il ne peut pas remplir son objectif. Mais alors, attendez, là, je vous ai parlé d'un joueur de défense. Les joueurs de défense, c'est les plus simples. Donc ça, c'est vraiment les plus simples. C'est très basique. Nous, on va te poser sur les scénarios là. Donc, le joueur, il a sa liste de scénarios. Et tu dois marquer tant de points au minimum. Est-ce que c'est réalisable et est-ce qu'il y a des match-ups dans lesquels c'est pas possible? C'est tout. Donc ça, c'est les match-ups de défense, c'est les match-ups les plus simples. Maintenant, on va venir aux match-ups
d'attaque, les match-ups qu'on voudrait placer. En général, il y en a 2. Et ceux-là, c'est un petit peu plus compliqué parce que ceux-là, en général, ils vont pas avoir le choix facile du scénario. On va pas leur les mettre sur un scénario. Par contre, ceux-là, on a besoin de savoir en jeu quelles sont les choses qui t'ennuient. Donc, les choses qui t'ennuient, ça peut être plein de choses. Ça peut être le scénario, ça peut être un type de liste, ça peut être une combinaison scénario type de liste. L'important, lorsqu'on discute avec le joueur, c'est de comprendre quel est le déroulé de partie qui va le contrarier. Et non pas juste un chiffre. Et donc, au final, le fait de savoir le déroulé de partie qui va le contrarier, bah, pendant les pairings, on saura tout de suite, en fait, ah ben non, mais là, cette configuration-là, ça va lui donner un déroulé de partie dégueu, et du coup, on peut pas le mettre là. Et aussi, le fait d'en discuter avec lui, plutôt juste que les estimés, c'est très à sens unique. Hein, c'est très, faites les estimés, ils font les estimés, tu récupères, c'est tout. Le fait d'avoir notre démarche, ça force l'interaction et la discussion entre le paireur ou les paireurs et le joueur. Et ça, non seulement il y a beaucoup plus d'informations qui passent, mais également le joueur réfléchit par lui-même aux choses qui sont vraiment importantes pour le pairing et non pas juste à un score. Et du coup, on rapproche le joueur du paireur et inversement. On a, au lieu d'avoir 2 entités distinctes et très éloignées et du coup qui se parlent pas vraiment et qui communiquent via un chiffre, on a 2 entités qui sont très proches, qui comprennent très bien les problématiques les uns des autres et du coup qui peuvent adresser ces problématiques et les comprendre et s'adapter en live vis-à-vis de ces problématiques-là. Donc, par exemple, nous, on avait Adrien qui jouait Zench, qu'on voulait placer. Et du coup, ce qu'on lui a demandé comme travail, c'est qu'est-ce qui t'empêche, quelles sont les listes qui t'empêchent de mettre 14, 15, etc. Et pourquoi ? Quels sont les types de listes ? C'est pas quelles sont les listes précises, c'est quels sont les types de listes. Donc lui, par exemple, ce qu'il nous a dit, c'est ce qui tire très fort, ça peut être chiant. Donc ça, on sait, bon, Stormcast, c'est chiant, ça tire très fort. Voilà, des choses assez simples. Il va pouvoir nous dire, ouais, les scénarios, en fait, les scénarios, ça dépend. Parce que, imaginons, Zench, sur un match-up qui domine, il va bien aimer les scénarios rapprochés. Sur un match-up où il faut qu'il tempo, il a besoin d'avoir un scénario écarté, parce qu'il peut tempo en scorant. Donc, vous voyez que c'est pas absolu. Vous pouvez pas juste dire, le scénario là, c'est très bon pour moi. Mais ça ne sert aussi pas vraiment de faire un estimé par cas précis. C'est important, c'est d'en discuter, d'avoir plus de communication avec vos joueurs. Ça prend beaucoup de temps aux paireurs. Mais tout ça, c'est du temps que les joueurs ne perdent pas. Et c'est du temps aussi de gagner pendant les pairings. Et vous gagnez de l'efficacité pendant les pairings. Vous avez des pairings qui sont beaucoup plus clean. Et du coup, ce qui est très très intéressant, c'est que derrière, vos joueurs, ils savent déjà ce que vous allez attendre d'eux. Donc, il n'y a aucune surprise. Et ce qui est génial avec ce qu'on a fait, et on a le retour de tous les joueurs en ce sens, c'est qu'on n'a aucun joueur qui est surpris de son pairing, et on n'a aucun joueur qui est frustré de son pairing. Et ça veut dire aussi que vos joueurs vont passer un bien meilleur week-end, que l'on gagne ou que l'on perde, et ils vont avoir envie de continuer à jouer. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et à chaque fois qu'on finit un tournoi, moi, je demande à chaque fois des feedbacks sur les pairings, mais pas que, sur l'orga, etc., etc. Parce que le but, c'est de faire de mieux en mieux, bien sûr. Et pour le moment, j'ai eu que des retours positifs sur les pairings. Donc, est-ce que c'est parfait ? Non, bien sûr que non, c'est pas parfait.
il y a encore beaucoup de boulot pour raffiner la méthode. D'ailleurs, j'ai pas fini, hein, je vais continuer. Mais juste, non, c'est pas parfait. On n'a pas trouvé. Il n'y a pas de secret, hein, il y a beaucoup de boulot derrière. Mais ça pousse à beaucoup plus de communication et pas juste un truc à sens unique où faites tous les pairings et hop, je récupère tout et je me démerde dans mon coin. Ça pour nous, c'est non. Ça ne sert à rien. Donc ça, c'était l'idée de départ de de ce qu'on voulait faire avec Martin. C'est notre idée de départ. Maintenant, comme tu dis, Fabs, et tu as raison, ce mode est très adapté aux joueurs expérimentés sur la liste ou sur la méta. Pour les joueurs débutants, c'est beaucoup plus dur. Oui. Et je suis d'accord avec toi. Et je me suis posé la question, et donc c'est pas forcément vers ça que nous on s'est tourné, j'y reviendrai juste après, mais je me suis posé la question du comment on peut essayer de faire mieux tout en gardant une approche simple et une approche qui soit pas aussi chronophage pour le paireur. Donc un truc pour, grosso modo, quand vous voulez démarrer en équipe. Et donc, j'ai réuni quelques petits points clés pour pouvoir démarrer en équipe. Comment faire correctement, comment faire vous estimer de manière efficace sans perdre trop de temps en équipe. Donc, première chose, mode d'emploi, petit mode d'emploi. Première chose, vous allez composer correctement votre équipe, c'est-à-dire qu'avec un nombre de défenseurs adéquat, un nombre d'attaquants adéquat et un nombre de joueurs qui devra s'adapter. Donc moi, en général, je fais 2-2-4, mais bon, ça peut bouger un peu, quoi. Il faut que chacun de vos joueurs comprenne bien son rôle dans l'équipe. C'est très important. Parce que une fois qu'ils ont compris leur rôle, ils vont pouvoir vous donner les bonnes informations. Donc ça veut dire un petit point avec chacun de vos joueurs pour expliquer, déjà, un point commun pour expliquer voici nos listes qui vont défendre, voici nos listes qu'on veut placer, et voici les listes qui vont boucher les trous. Donc, les listes-là, elles vont devoir s'adapter, elles vont devoir faire preuve d'un peu plus de résilience, essayer d'avoir des match-ups un peu plus ouverts. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que sur les 8 listes, nous, en général, on a 4 listes qui peuvent ressembler à des listes de solo, on a 4 listes qui sont vraiment des listes très orientées. Est-ce que c'est les bons nombres? Ça peut varier un petit peu, hein. Vous pouvez tenter 3-3-2 ou 3-2-3, ce genre de choses, hein. C'est pas absolu, mais grosso modo moi je fais 2-2-4 et en général ça marche plutôt pas mal, mais le nombre de choses peut être adapté. Donc vous faites votre roster d'équipe ensemble en étant bien clair sur ce que vous allez essayer de faire en pairing. Une fois que votre roster il est fait, vous allez prendre chacun de vos joueurs et vous allez juste faire un petit point avec eux pour leur dire, voilà, toi, ton objectif, c'est ça. Donc, ton objectif, c'est de marquer 8, par exemple, pour une liste de défense. Ton objectif, c'est de marquer 15 pour une liste où on va le placer. Et après, les autres listes, ton objectif, c'est d'aller chercher au moins 10, 11, quoi, par exemple. On va d'aller chercher entre 9 et 11. En général, imaginez si vous avez 2 listes de défense qui vont chercher 8, si vos 2 listes d'attaque vont chercher 15, et si toutes vos autres listes vont chercher entre 9 et 11, vous allez gagner la ronde. Donc, par exemple. Donc, une fois que vous avez ces objectifs-là, ce que vous allez demander à vos joueurs, ce n'est pas un chiffre, c'est tout simplement une désirabilité du match-up. Si vous tenez à faire ça contre des listes, vous pouvez le faire. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de temps, mais vous pouvez le faire. Soit vous le faites par vocal ou par écrit sur quels sont les points importants pour que mon match-up, j'ai envie d'y aller. Et là, vous listez des points importants qui peuvent être, oui, j'ai besoin d'un scénario où il n'y a pas de forêt. J'ai besoin d'un scénario, absolument d'un scénario écarté. En général, ça ne va pas trop être le cas parce que ça, vous le savez déjà sur vos listes de défense. Vous savez déjà ça. Mais bon. Grosso modo, vous allez avoir une liste de points qui ne doit pas être plus que 5-6 points par joueur sur les choses les configurations qui marchent bien et les configurations qui ne marchent pas bien. Donc ça, c'est si vous voulez faire en termes de configuration. Ensuite, votre paireur, il a besoin de réfléchir à ça. Si vous voulez refaire un système qui ressemble aux estimés, pour commencer dans un premier temps,
eh bien, vous allez fonctionner par désirabilité de votre match-up. Grosso modo, vous allez juste demander 2 couleurs, rouge-vert. Dans ce match-up, est-ce que tu veux y aller vis-à-vis de tes objectifs ou est-ce que tu veux pas y aller vis-à-vis de tes objectifs? Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin pour démarrer le jeu en équipe. Vous n'avez pas besoin de plus. Ça sera infiniment plus facile et plus précis que de demander des estimés. Vous allez demander à vos joueurs de dire est-ce que là, tu sens que tu peux faire tes objectifs ou est-ce que là, tu ne peux pas faire tes objectifs. Et 2 couleurs, terminé. Et franchement, vous allez voir, ça va faire gagner beaucoup de temps aux joueurs. Et derrière, vous, en termes de pairing, vous avez du rouge et du vert. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, vous avez déjà votre information qui est croisée avec l'objectif du joueur. Ce qui n'est pas le cas si on doit en estimer. Si à l'estimé, vous devez garder en tête quel est l'objectif de la liste et croiser l'information ensuite. Là, votre information est déjà croisée. Et en plus, vous n'avez pas d'objectif vous n'avez pas d'objectif précis. Ça veut dire que les joueurs peuvent aller chercher plus de points que ce qui est annoncé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Moi, je recommanderais quand même de plus discuter avec vos joueurs, de prendre plus de temps, mais ça peut venir par la suite. Ce n'est pas forcément les premières choses à faire. Il y a une autre chose qui est intéressante avec les estimés chiffrés, qu'on va avoir un peu de mal à retrouver avec la méthode que j'explique, c'est la réalisation des objectifs. Mais c'est un petit peu pervers. On va en discuter. C'est très très simple avec un estimé chiffré de savoir si la personne a réussi son estimé ou pas. On compare les 2 valeurs, on sait si la personne a réussi un estimé, si elle n'a pas réussi, on va se demander qu'est-ce qui s'est mal passé, et on va faire une réflexion dessus, et on va essayer d'apprendre de ces problèmes et d'avancer. Pourquoi pas? Et c'est vrai que dans l'absolu, on pourrait avoir l'impression que ça nous permet d'identifier plus vite les match-ups où il y a eu des problèmes ou les match-ups où on s'est trompé d'estimer. Sauf qu'en fait, pas du tout. Parce que comme je vous dis, moi, quand j'estime un 13 avec Archaon, en fait, je peux faire un 11. Ou en fait, je peux faire un 18. Et dans les 2 cas, c'est pas vraiment une erreur d'estimer. Donc, c'est grosso modo, utilisez plus votre tête et moins des chiffres qui n'ont aucun sens. Alors que si on compare avec la méthode juste est-ce que tu as atteint ton objectif ou pas, c'est simple. Lorsque vous mettez votre joueur dans un match-up vert et qu'il n'atteint pas son objectif, là, il y a eu un problème. Parce que l'objectif était clair. Vous l'avez dans un match-up dans lequel il pensait vraiment qu'il allait atteindre son objectif. Et du coup, là, on identifie très, très réellement les problèmes. Les match-up rouges, vous ne devez pas en avoir beaucoup parce que normalement, vous avez des objectifs réalisables. Vous n'êtes pas censé avoir beaucoup de rouges quand vous finissez vos pairings. Si vous avez plus que 2 rouges, c'est qu'il y a probablement un problème. Soit dans votre compo de liste, soit dans la manière dont vous avez fait votre pairing, il y a probablement un problème. Mais si vous avez un match-up vert et qui n'a pas été, dont l'objectif n'a pas été rempli, là c'est intéressant. Et ensuite, si jamais vous procédez plus autour de points clés, de points de configuration, au lieu juste d'avoir une case de couleur ou un estimé, derrière, c'est un peu plus compliqué de savoir, mais en général, vous demandez à votre joueur, sur tes 5 matchs, est-ce qu'il y a un match où tu penses qu'il y a eu un problème, où on s'est trompé sur les pairings, et le joueur, il le saura en fait. Et moi, je le demande systématiquement à mes joueurs, est-ce que vous pensez que là, on s'est trompé sur le pairing? Est-ce qu'on s'est trompé dans telle ou telle configuration? C'est beaucoup plus intéressant de demander ça que de demander, oui, pourquoi tu n'as pas fait ton 13? Parce qu'en général, pourquoi tu n'as pas fait ton 13, ça se résume à j'ai pas eu l'init là, ou j'ai fait une erreur qui est assez évidente. Mais l'erreur évidente, ça, vous pouvez les voir en training, etc. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que le pairing est vraiment mauvais? Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu avant? Et ce genre de choses. Donc, grosso modo, notre méthodo, elle va apporter beaucoup plus de discussion et d'interaction entre les membres de l'équipe et des paireurs. Et ça peut que être bénéfique au global parce que les joueurs vont être plus investis dans le pairing.
les paireurs vont être plus investis dans comment le joueur y joue. Et du coup, l'ensemble des deux, chacun va alimenter l'autre de son savoir et on réfléchit toujours mieux à plusieurs que tout seul. Donc ça, c'est une première étape. Donc, j'ai décrit un petit peu comment on pouvait faire dans le cadre de débutants en équipe. Maintenant, comment nous, avec Martin, on a décidé d'améliorer le système. Donc là, le système de départ, c'était simple, c'était pas d'estimer. On discute avec les joueurs des objectifs, on discute de comment remplir ces objectifs, etc. en termes de configuration. Ça, c'était la première étape. Nous, ensuite, on a voulu aller plus loin et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on run des simulations de pairing, ce que font beaucoup de gens, que ce soit avec Destimé aussi, ils le font également. Hein. Ça n'a rien de particulièrement novateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme nous, on n'a pas d'estimé chiffré, ben, il va falloir vraiment se creuser les méninges pendant les simus pour comprendre ce qui marche ou pas et pour être certain. En fait, grosso modo, nous, une fois qu'on a fini notre simu de pairing, ben, j'ai pas un chiffre à la fin pour me dire oui, j'ai gagné le pairing. Vous voyez ? C'est exactement ce que tu dis, Fab. Je peux pas comparer deux sets de pairing et dire celui-là est mieux que celui-là. Mais en même temps, vu que les chiffres, les estimés sont des illusions, bah en fait, vos deux estimés de pairing, c'est des illusions quand même. Et moi, j'aime pas l'idée de mettre un chiffre là-dessus parce que le chiffre est faux, en fait. Et du coup, nous, c'est plutôt, on va faire notre déroulé. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a fini notre déroulé de pairing, on est en mode, bon, ça a l'air de ressembler à comment le pairing va se dérouler. Et ensuite, on prend tous nos match-ups, un par un, et on retourne voir le joueur et on lui demande comment tu te sens dans ce match-up. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de te mettre dans ce match-up, etc. Et ensuite, il y a de nouveau un échange avec les joueurs. On lui a dit, voilà, tu as une forte proba de jouer sur ce scénario contre cette personne. Comment tu te sens ? Est-ce que tour 2, il va se passer ça, tour 3, il va se passer ça. Et tu as une vraie réflexion. Et ça veut aussi dire que les joueurs, ils t'ont donné des premières directives globales et ensuite, on leur donne une première liste de matchs qu'ils vont jouer. Mais grosso modo, ça veut dire que par équipe, ils ont un match. Ça veut dire que sur un week-end, bah, la première simu estimée qu'on fait avec Martin, on a donné à chaque joueur 5 matchs possibles, une configuration complète. Et on leur a demandé, qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a de nouveau une discussion, un retour de discussion. Et avec ça, on a une vraie réflexion avec Martin sur là, je pense qu'on a vraiment une merde. Est-ce qu'on peut pas essayer de swapper un pairing ? Et donc, on commence à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a mal fait. Et c'est beaucoup plus intéressant que juste faire des pairings et juste se rendre compte que des chiffres. Alors là, j'ai un 82, là j'ai un 81, le 82 est meilleur. Non, absolument pas, parce qu'en fait, le 82, ça se trouve, vous avez un pairing qu'un joueur, il a merdé de 5 points dedans. C'est parce que c'est super dur de faire des pairings, de faire des estimés. C'est impossible d'ailleurs de faire des estimés chiffrés, à mes yeux. Et du coup, là, vous allez réavoir une discussion avec vos joueurs. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vos joueurs, déjà, non seulement, ils réfléchissent au match, mais en plus, ils savent à quoi s'attendre. Et nous, on a des joueurs qui sont arrivés en connaissant déjà leur match avant même d'arriver sur le week-end. Alors, ça n'a pas marché à chaque fois. Parce qu'il y a des pairings qui n'ont pas été en face. Il y a eu des choses qu'on n'avait pas anticipées, ce qui est normal. Hein. Et on savait très bien que ça ne marcherait pas systématiquement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on a pu déterminer un ensemble. On a vu, par exemple, que certains joueurs jouaient beaucoup contre telle configuration. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que sur les 3 ou 4 matchs sur les 5, tu vas jouer contre cette armée. Qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est vraiment très intéressant d'avoir le retour précis là-dessus, plutôt que d'avoir un retour générique sur un ensemble de data, parce que ça veut dire que nous, on a poussé pour que tu tombes dessus. Donc, si jamais on se rend compte que c'est une connerie, en
en fait, ça va pas nous impacter un match sur 480. Ça va nous impacter littéralement 4/5 de tes matchs. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire cet aller-retour, si vous voulez. Et ça nous a permis de faire des changements réels dans nos pairings. Nos pairings, ils ont évolué grâce à ça. Et on a fait une fois cet exercice. Et ensuite, ça nous a aussi permis de train nos joueurs sur les match-ups en question. Ça, c'est intéressant aussi. De pouvoir dire, alors toi, tu tombes souvent contre ça. Alors par contre, oui, ça donne beaucoup de boulot aux paireurs. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous pouvez juste aller jusqu'au moment où vous n'avez plus de temps, vous n'avez pas envie de consacrer plus de temps. Hein. Je vous explique juste jusqu'où vous pouvez aller. Et là, on est en train... Attendez. Hop. Là, on est en train de réfléchir à la suite. C'est l'intérêt de quelqu'un qui vient faire que le pairing, non. Oui et non. On en a pas mal parlé. Et en pratique, si le boulot est fait en amont, sur place, on n'a pas tant besoin que ça d'avoir une personne dédiée au pairing qui ne joue pas. C'est pas obligatoire. La problématique, elle est plus dans le temps de préparation, Elise. Le temps de préparation, il est très très gros pour avoir des pairings corrects, avoir des bons paireurs. Et du coup, ça veut dire que dans ton temps de préparation, tu te prépares moins à tes games. Donc c'est ça qui est le moins évident en fait, c'est le temps de préparation. Et bon, par exemple, c'est ça moi qui a pêché dans certains cas, c'est que j'ai pas eu le temps de me préparer à jouer. Ça veut dire que tu sais prédire ce que l'adversaire équipe va t'envoyer. Oui, enfin, tu fais des suppositions qui se sont révélées vraies dans pas mal de cas. En pratique, on a quand même eu beaucoup de pairings sur lesquels c'était vrai. Merci beaucoup, Ivans, pour les 10 subs. On a 350 subs pour la chaîne. Incroyable. Merci infiniment, Ivans. T'auras jamais bon à 100% Fabs hein, sur ce que l'équipe adverse va t'envoyer. Mais t'as une première bonne idée quand même. Du coup, peut-être que vous allez rejouer tous les deux avec Martin. Peut-être. C'est en discussion. C'est en discussion sur quelle est la meilleure config de team pour un match. On évolue pas mal sur le sujet. On n'a pas encore de comment dire. On n'a pas encore de réponse définitive, tout simplement parce qu'il faut qu'on continue à tester des choses. On fera les 1000, mais des fous. Faut vraiment que j'ouvre un Patreon, Ivans. Hein. J'aurai juste un tiers, ce sera le tiers Ivans. Bref. Merci beaucoup, Ivans. Merci pour le soutien. Du coup, où en étais-je ? Non, tu prendras pas mon... Non, mais on verra, Ivans, on verra. Où en étais-je ? En vrai, pour le Patreon, je pense que je vais finir par demander à la commu s'ils ont des idées. Parce que souvent, la commu a des meilleures idées. Genre, si je devais ouvrir un Patreon, qu'est-ce que vous verriez dans les petits tiers, etc. Et je suis sûr que la commu aura plein de bonnes idées. Mais on verra. Pour l'instant, on en discutera un peu plus tard. Bref. Donc oui, la réflexion autour des pairings, elle évolue constamment. Cette année, elle a beaucoup évolué pour nous, avec Martin, parce qu'on a fait beaucoup d'événements en team. Et on a fait beaucoup d'événements où c'était nous qui faisions les pairings dans les équipes. Ce qui n'avait pas tout à fait ou pas vraiment été le cas l'année dernière, ou peu. Et j'avoue que la méthode, elle évolue pas mal. Et en toute honnêteté, on est vraiment de plus en plus content de ce qu'on fait. Maintenant, il ne faut pas se reposer et c'est un vrai taf, quoi.
Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi que probablement, si jamais je décide d'être paireur joueur, par exemple, à la L1 l'année prochaine, ça veut probablement dire que je vais beaucoup ralentir le stream à l'approche de cette L1 parce que je dois faire tout mon boulot de prep de paireur et tout mon boulot de prep de joueur. Ça fait beaucoup. Donc à voir, on verra. Mais déjà, cette année-là, événement d'équipe, on a un événement d'équipe au Danemark qui va être très musclé. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner. On y va chaud. Après, c'est du pairing à 5, ce qui est vraiment complètement différent. Le pairing, le pairing à 6 ou 8, ça se réfléchit un peu de la même manière, et encore. Mais le pairing à 5, c'est vraiment complètement différent. Tu sais, ta prépa de pairing, c'est compliqué de streamer la prépa de pairing. Ça pourrait, on pourrait révéler trop d'infos. Donc non, on ne streamera pas la prépa de pairing, mais parce que oui, il y a des choses qui sont un fait sur le fait que on est assez prévisible au pairing, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas d'être prévisible. À partir du moment où on est content des matchs, on peut être prévisible. Si je suis content du match-up final, ça me va bien. Hein. Après, être surprenant, ça a des atouts. Je ne suis pas en train de dire que créer la surprise, ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est très dur de créer la surprise. Créer la surprise, ça veut dire que votre adversaire soit n'a pas travaillé, soit votre adversaire n'a pas vu un match-up que vous avez vu, ce qui peut arriver. Mais c'est pas si simple à faire, surtout sur des équipes qui sont très expérimentées de manière compétitive. Donc en L1, c'est pas évident à faire de créer la surprise. Vous allez souvent créer la surprise si vous ramenez une liste que personne ne connaît et qui ne fait pas quelque chose d'évident. Parce que ça peut arriver que les gens ramènent des choses que personne ne connaisse, mais qui font des choses relativement évidentes sur table et qui sont juste trop fortes. Mais voilà. Du coup, voilà pour les estimer. J'espère que vos prépas L2, L3, j'espère que ça vous a servi pour vos prépas L2, L3, ce que je viens de vous dire. J'espère aussi qu'on va arrêter de faire trop d'estimés précis parce que ça n'a aucun sens à mes yeux. Encore une fois, ce n'est que mon avis, pas l'avis de tout le monde. Donc, je prétends pas en savoir plus que tout le monde, mais je pense vraiment que faire des estimés sur des estimés chiffrés sur tous les matchs, c'est une des manières les plus idiotes de faire des estimés. Puis c'est long et chiant. Ouais, c'est très long, très chiant, et du coup, plus c'est long, plus c'est chiant, plus vous avez de chances de mal remplir des trucs. Ça a l'air de prendre un temps fou pour les pairs et joueurs. Sous quel format concrètement vous gardez un historique pour des analyses post-mortem? J'ai un Coda, enfin je sais pas si tu connais, c'est un logiciel comme Notion, comme un endroit où je prends des notes, quoi, tout simplement. Après le format, c'est du texte, des tableaux, des choses comme ça, quoi. Rien de foufou, hein. Mais je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas moyen de faire mieux. J'ai plein d'idées de projets à faire. Tu peux faire par archétype déjà plutôt que par les... Ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où tu le fais par archétype, en fait, tu peux commencer à réfléchir à des configurations plutôt qu'à réfléchir à des listes ou à des match-up précis. Tu peux essayer de comprendre, c'est même pas l'archétype, le problème, c'est comment l'armée joue. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant de dire, cette armée veut jouer comme ça, moi je veux jouer comme ça, et donc c'est un problème. Mais ouais, j'ai pas mal d'idées sur comment on va pouvoir améliorer le truc. C'est une question de temps. Et du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Mais voilà pour les estimés. J'ai un peu fini ce que j'avais à dire sur les estimés. Donc, si vous voulez faire des estimés chiffrés et que tout le monde a envie de les faire, faites-les. Hein. Je suis pas là en train de vous dire ce que vous devez faire. Hein.
Moi, je trouve ça inutile. Si c'est votre kiff, faites don. Au moins, à la fin de votre pairing, vous aurez un chiffre qui correspondra à pas grand-chose, mais un chiffre. Et du coup, ça va clôturer notre section sur les estimés. Le prochain Spoonfed Tactique, ça sera très probablement une réflexion sur un scénario. Je ne sais pas encore. Je ne suis pas encore sûr. On verra. Mais en tout cas, le prochain qui concerne l'équipe, ça sera sur les pairings en eux-mêmes. Et c'est des choses dont on a déjà parlé, mais on va tous les résumer en une émission. En plus de cela, je voulais vous dire aussi que, j'en ai parlé en début d'émission, le logo de Nine Inch Baguette est en train d'être designé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais bon, ça a commencé. Une fois que ça s'est fait, il y aura des goodies, il y aura des trucs pour l'équipe. Nine Inch Baguette, c'est le nom de mon équipe. Et il va y avoir aussi des trucs pour Edge of Spoon, donc pour la chaîne. Donc il y a un monde où il y a un store qui ouvre associé à la chaîne, mais il faut que je réfléchisse à comment je veux faire ça. Parce que, en fait, si c'est moi qui dois tout envoyer, je vais me tirer une balle. Donc il faut que je réfléchisse à des collaborations où c'est pas moi qui envoie. On verra. Suite à ça aussi, j'ai décidé que je voulais faire un peu plus de com autour de l'équipe. Et du coup, je pense que je vais ouvrir un Instagram pour Nine Inch Baguette où je posterai plein de photos de tournois, des photos des pairings qu'on fait. Je mettrai toutes les photos de pairing. Comme ça, vous pourrez voir les pairings en live qui ont été faits. Je mettrai des photos des parties. Je mettrai plein de photos sur Instagram. Donc, je vais ouvrir un Instagram pour Nine Inch Baguette pour ça. Parce que, en plus, moi, je traîne dans mon téléphone plein de photos des pairings parce que j'aime bien les garder. Ça ira sur Instagram. Comme ça, en plus, s'il y a des gens qui ont envie de voir ça, bah, ils pourront voir comment l'équipe se démerde. Il y aura des trucs sur qu'est-ce qu'on fait avec l'équipe, etc. Et donc, les premières photos, ça démarrera pour le Danemark, mi-mars. Donc, on prendra en photo plein de choses. Je publierai des choses autour de l'équipe sur l'Instagram de l'équipe. Et voilà un petit peu pour les dernières annonces. Faut que je le fasse. Enfin, bref, plein de boulot. Et sinon, je bosse sur des petits projets secrets. Et des trucs fun. Et des trucs utiles. Et des trucs fun et utiles. Mais pour l'instant, je suis pas encore prêt à en parler. Je vais le faire l'Insta. Je l'ai pas encore fait, Elise. Je vais le faire. J'attends le logo pour le faire, grosso modo. Mais ouais, plein de projets qui sont en train d'arriver. Ah, et sinon aussi, dernière annonce. A priori, on devrait avoir Manwë lundi soir. S'il n'a pas de nouveau un empêchement. Normalement, c'est bon, il y a un moment, ça va bien se passer. Donc, lundi soir, on devrait avoir Manwë finalement. Donc, j'espère que vous serez nombreux pour discuter, pour entendre l'interview de Manwë. Lundi soir. Et voilà, sinon, demain, on joue avec Martin Zench contre Archaon. Ça va être intéressant vu que j'ai déjà pris une déculottée contre Zench samedi dernier. Donc on va voir si je peux faire mieux. On essaiera de jouer un scénar qui m'est un peu plus favorable. Et on va voir si c'est jouable ou absolument pas. Et vous allez voir aussi, je pense, comment il faut jouer Zench et quelles sont les vraies forces de Zench. Je pense que ça va être très intéressant pour vous. Donc si ça vous intéresse, soyez là demain soir. Et sur ces bonnes paroles, je crois que je vais retourner peindre des Vrasmongers. Je devrais faire un stream peinture, mais en vrai, j'ai pas le matos, j'ai pas la cam pour filmer ce que je peins. Donc en fait, grosso modo, si je fais un stream peinture, vous allez me voir comme ça. Et voilà, voilà ce que vous allez voir. Pendant 2 heures, vous allez voir ça. Et vous verrez pas la figue et vous verrez ma tronche en gros plan ici, donc c'est un peu nul. Donc c'est un peu dommage, parce que j'aurais pu exploiter le fait que je peigne pour faire des vues et discuter avec vous aussi, parce que ça me fait plaisir. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Pas faire une seconde cam avec le téléphone. Ouais, mais en vrai, c'est pas si chiant à faire, mais bon. Ouais, les streams peinture, c'est une excuse pour discuter. Tout à fait. Et aussi parce que j'ai besoin de peindre. Que là, j'ai fini mes Blood Warrior.
Mais j'ai des Vrasmonger là, juste là. Je sais pas si vous les voyez derrière. Ouais, bah là, les Vrasmonger, vous voyez. Bah, ils sont pas peints encore. Ils sont tout rouges. Donc, voilà. J'ai des Vrasmonger à faire, quoi. Mais voilà. Du coup, on se retrouve demain soir pour jouer contre Zench. Et sinon, lundi soir, on accueille Manwë à 21h lundi soir. J'espère que vous serez nombreux. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent mercredi soir. Et je vous dis à demain. Des bisous. Ciao, ciao.